Qu'est-ce que le vide? Pour la plupart des gens, le vide évoque simplement un espace où il n'y a même plus d'air. Mais si vous avez ne serait-ce qu'une légère connaissance de la mécanique quantique, vous savez que, même lorsqu'il n'y a apparemment absolument rien dans l'espace, des fluctuations quantiques existent toujours. C'est ce qu'on appelle un vide qui n'est pas vide. Alors, existe-t-il théoriquement un vide au sens absolument absolu? Et jusqu'à quel niveau la science actuelle comprend-elle réellement le vide? Dans cet épisode, nous allons diviser le vide en 7 niveaux et les analyser un par un, pour voir jusqu'à quel niveau vous comprenez le vide. Premier niveau. Le vide absence de particules. Dans la vie quotidienne, les situations impliquant le vide sont en réalité très nombreuses. Comme l'emballage sous vide, les bouteilles thermos sous vide, etc. Dans l'industrie, tout environnement dont la pression est inférieure à une atmosphère standard peut être appelé un vide. Selon la pression, on les classe en vide faible, vide élevé, ultra haut vide, et ainsi de suite. Par exemple, l'expérience des hémisphères de Magdebourg apprise à l'école. Ces deux sphères métalliques que même plusieurs chevaux ne pouvaient pas séparer contenaient à l'intérieur un environnement de vide élevé. Dans l'imagination de la plupart des gens, tant que l'on retire tout l'air d'un récipient, sans en laisser la moindre trace, on obtient un véritable vide. Mais ce type de vide signifie seulement qu'il n'y a pas d'air, pas qu'il n'y a absolument rien. De la même manière, nous assimilons souvent l'espace extra-atmosphérique à un environnement de vide, alors qu'en réalité, il existe encore dans l'espace des rayons cosmiques ainsi que diverses radiations et particules. Au minimum, le simple fait que vous puissiez voir de la lumière prouve qu'il y a forcément des photons, même si vous isoliez toutes les radiations extérieures, y compris le rayonnement du fond diffus cosmologique, le récipient lui-même émettrait encore des radiations. Après tout, tant que l'on n'est pas au zéro absolu, tout objet, en théorie, émet un rayonnement thermique. Ainsi, si l'on imaginait un environnement idéal totalement fermé, ne contenant aucune particule, et ne produisant lui-même aucune radiation, alors il pourrait effectivement être considéré comme un vide absolu au sens électromagnétique. Mais un tel vide n'existe évidemment pas dans la réalité. Deuxième niveau. Le vide n'est pas vide les particules virtuelles. Bien qu'un vide au sens électromagnétique n'existe pas dans la réalité, supposons qu'un tel vide existe quelque part. Y aurait-il alors vraiment absolument rien à l'intérieur? Bien sûr que non. Même s'il n'y a pas de particules réelles, il y a encore des particules virtuelles. Mais qu'est-ce qu'une particule virtuelle? Peu importe votre niveau de connaissance en mécanique quantique, vous avez forcément entendu parler du principe d'incertitude de Heisenberg. On peut dire que c'est l'un des principes les plus fondamentaux et les plus profonds de la mécanique quantique. En termes simples, il stipule que pour certaines grandeurs physiques spécifiques, comme la position et la quantité de mouvement, ou le temps et l'énergie, il est impossible de connaître simultanément leurs valeurs exactes. Prenons la position et la quantité de mouvement. Lorsque nous mesurons précisément la position d'une particule, sa quantité de mouvement devient impossible à mesurer avec précision. Et inversement. Attention, cette impossibilité de mesurer précisément ne signifie pas une limite technologique, ni que quelque chose nous empêche arbitrairement de le faire. Mais qu'en théorie même, c'est impossible. C'est d'ailleurs pour cette raison que son nom est passé du principe d'indétermination de mesure au principe d'incertitude. De la même manière, pour la perte en énergie, nous ne pouvons pas non plus les déterminer simultanément. Si nous contraignons le temps à une échelle extrêmement courte, alors l'énergie devient extrêmement incertaine. Ce phénomène s'applique également au vide. Sur des intervalles de temps extrêmement courts, l'énergie du vide peut ne pas être nulle. De l'énergie peut apparaître à partir de rien, ce qui se manifeste par la création aléatoire, dans le vide, d'une paire de particules de charges opposées. Ces particules apparues spontanément sont appelées des particules virtuelles. Pourquoi les appelle-t-on virtuelles? Parce qu'elles n'existent que sur le papier. Autrement dit, dans les calculs. On constate que si l'on suppose l'existence de deux particules à cet endroit, tout le processus devient beaucoup plus facile à décrire. Et surtout, ces deux particules s'annihilent très rapidement. L'énergie apparue spontanément est alors rendue au vide, comme si rien ne s'était jamais produit. C'est ce que l'on appelle les fluctuations quantiques du vide. Cela montre que la conservation de l'énergie n'est pas une loi absolument rigide, mais qu'elle s'applique davantage à l'échelle globale. Ainsi, à l'échelle macroscopique, le vide est un espace sans particules. Mais à l'échelle microscopique, le vide est rempli de particules virtuelles issues des fluctuations quantiques. C'est pourquoi nous disons que le vide n'est pas vide. Troisième niveau. Le vide n'est pas vide les champs quantiques. Vous pourriez vous demander, les particules virtuelles ne sont-elles pas simplement des constructions imaginaires utilisées dans les calculs? Peut-on vraiment dire qu'elles existent? Oui, les particules virtuelles ne sont qu'un concept intuitif imaginé par les physiciens, et non des particules réelles existant physiquement. Cependant, du point de vue de leur signification physique, les interactions qu'elles impliquent existent bel et bien, car les effets des particules virtuelles sur les particules réelles peuvent être détectés expérimentalement de manière très concrète. On peut donc considérer que les particules virtuelles existent réellement, mais pas sous la forme que nous imaginons habituellement. En réalité, lorsque la mécanique quantique est entrée dans sa phase de maturité, les physiciens ont combiné la mécanique quantique, la relativité restreinte et la théorie classique des champs,
donnant naissance à une synthèse majeure, la théorie quantique des champs. Dans la théorie quantique des champs, qu'il s'agisse de particules virtuelles ou de particules réelles, elles peuvent toutes être considérées comme des ondulations apparaissant dans un champ. La différence est que les particules réelles peuvent exister durablement et se propager de manière directement détectable, tandis que les particules virtuelles sont éphémères. Elles apparaissent brièvement puis disparaissent aussitôt. Nous ne pouvons confirmer leur existence que par des effets indirects. Ainsi, du point de vue des champs quantiques, qu'il s'agisse de particules réelles ou virtuelles, le vide est toujours accompagné d'une chose, le champ quantique. Quatrième niveau. Le vide n'est pas vide, le vide relatif. De la même manière qu'il n'existe pas de temps absolu en relativité, le vide n'est peut-être pas non plus absolu pour l'espace. À mesure que la théorie quantique des champs se perfectionnait, les physiciens ont commencé à réfléchir à la manière d'y intégrer la relativité générale. En explorant la théorie quantique des champs dans un espace-temps courbe, ils ont théoriquement découvert un phénomène étrange mais possible. Lorsque vous vous déplacez avec une accélération dans un vide au zéro absolu, vous constatez que ce vide acquiert une température. Mais cette température n'existe que de votre point de vue. Pour un observateur extérieur, cet espace reste un vide sans température. Ce phénomène étrange, où la température dépend du choix du référentiel, est appelé l'effet inru. En relativité générale, l'accélération et le champ gravitationnel sont équivalents. Ainsi, à proximité de champs gravitationnels extrêmement intenses, comme près d'un trou noir, le trou noir peut produire un rayonnement thermique en raison de l'effet inru, ce qui signifie que le trou noir a une température. Et si un trou noir a une température, il doit nécessairement émettre de l'énergie vers l'extérieur. D'où vient cette énergie? Exactement, elle provient de la transformation des particules virtuelles. C'est l'origine véritable du rayonnement de Hawking. Ainsi, que le vide soit vide ou non, qu'il contienne seulement des particules virtuelles ou aussi des particules réelles, cela dépend entièrement du référentiel que vous choisissez. Alors pourquoi, dans les discussions courantes sur le vide, ne prenons-nous généralement pas en compte la question du référentiel? Parce que, bien qu'il n'existe théoriquement pas de référentiel absolu, il existe quelque chose de particulièrement spécial, qui est souvent utilisé comme référence. Lorsque l'on étudie l'évolution de l'univers à grande échelle, le rayonnement du fond diffus cosmologique, on demande souvent, l'âge de l'univers est mesuré par rapport à quoi? On peut le comprendre comme étant mesuré par rapport à ce fond diffus. C'est le temps propre de l'univers, également appelé le temps cosmique. Étant donné que le champ gravitationnel de la Terre est très faible, les effets relativistes de dilatation du temps sont extrêmement minimes. Nous pouvons donc considérer la Terre et le fond diffus cosmologique comme appartenant au même référentiel. Il en va de même pour le vide. Dans des conditions normales, l'effet inru a une influence extrêmement limitée sur le vide, au point d'être pratiquement indétectable. Cinquième niveau. Vrai et faux vide, la désintégration du faux vide. Nous avons mentionné que le vide contient divers champs quantiques. Pour la grande majorité des champs quantiques, il existe un état d'énergie minimale, appelé l'état fondamental. Un champ dans son état fondamental possède l'énergie la plus basse et est le plus stable. Mais dans notre univers, il existe un champ qui n'est actuellement pas dans son état fondamental le plus stable. Le champ de Higgs, qui confère leur masse aux particules fondamentales. Bien que l'état du champ de Higgs se soit maintenu pendant 13,8 milliards d'années, le fait qu'il ne soit pas dans l'état fondamental le plus stable signifie que cette stabilité n'est que temporaire. Il pourrait à tout moment basculer vers un état d'énergie plus faible. Ainsi, on peut considérer que le vide actuel de l'univers est en réalité un faux vide. Peut-être qu'un jour, quelque part, le potentiel du champ de Higgs chutera soudainement vers un état plus bas. À ce moment-là, le faux vide deviendra un vrai vide. Ensuite, ce changement se propagera dans toutes les directions, à une vitesse proche de celle de la lumière. Ce phénomène est appelé la désintégration du faux vide. La désintégration du vide ressemble quelque peu à l'effet du feuillet bidimensionnel, où tout l'espace s'effondre vers une dimension inférieure à la vitesse de la lumière, sans jamais s'arrêter. Mais contrairement au feuillet bidimensionnel, la désintégration du vide ferait perdre leur masse à de nombreuses particules fondamentales. Tout dans l'univers serait alors réduit en poussière, et l'ensemble de la physique serait complètement réécrit. En résumé, lorsque le champ de Higgs tombe dans un état fondamental plus bas, l'espace devient un véritable vide absolu. Sixième niveau. Différents vides. Le vide dans la théorie des cordes. Bien que la théorie quantique des champs suffise aujourd'hui à traiter la plupart des situations, face à certains problèmes extrêmes, nous devons nous tourner vers une future théorie ultime. Parmi les candidats à cette théorie ultime, la théorie des cordes, bien que très controversée, offre, d'un point de vue mathématique, une perspective entièrement nouvelle pour comprendre le vide, et même l'univers tout entier. Lors de l'étude de la superthéorie des cordes, les théoriciens ont découvert que notre monde devrait être à 10 dimensions. Or, du point de vue de la relativité, même en incluant le temps, cela ne fait que 4 dimensions. Où sont donc passés les 6 autres? Alors que les théoriciens des cordes étaient dans l'impasse, les variétés de Calabi YAU proposées par le mathématicien Ching-Tung YAU ont soudainement apporté une solution élégante. Très vite, ils ont publié un article intitulé « La structure du vide en supercorde ».
Les théoriciens des cordes pensent que les espaces de Calabi-Yau, construits à partir de ces variétés, possèdent des dimensions différentes de l'espace tridimensionnel ordinaire. Les dimensions de Calabi-Yau ont une taille finie, et ne peuvent pas s'étendre indéfiniment. Les 6 dimensions supplémentaires introuvables sont précisément celles qui sont enroulées dans ces espaces de Calabi-Yau microscopiques, jusqu'à l'échelle de Planck. À première vue, tout semblait parfaitement cohérent. Mais, comme souvent, un problème inattendu est apparu. Il n'existe pas une seule variété de Calabi-Yau, mais un nombre immense de configurations possibles, peut-être même astronomiques. Ces différentes variétés de Calabi-Yau donnent naissance à des espaces aux lois physiques distinctes. À laquelle de ces configurations appartient notre univers? Personne ne le sait. Ce résultat étrange de la théorie des cordes semble, d'une autre manière, suggérer que le multivers pourrait réellement exister. Ainsi, dans ces différents univers, les lois de la physique sont différentes, y compris la notion même de vide. 7e niveau. La fin du vide, le néant. En réalité, avant même l'introduction des variétés de Calabi-Yau, les théoriciens des cordes avaient déjà constaté que certaines dimensions supplémentaires ne pouvaient exister qu'à l'échelle microscopique, en raison de l'incertitude quantique à cette échelle. Ces dimensions supplémentaires semblent elles-mêmes instables. En 1982, dans un article discutant de l'instabilité des espaces de Kaluza-Klein, celui qui deviendra plus tard le père de la théorie M, Edouard Wittan, proposa une forme de désintégration encore plus terrifiante que celle du faux vide. Wittan découvrit que, dans le vide décrit par la théorie de Kaluza-Klein, lorsque les dimensions supplémentaires se contractent au-delà d'un certain seuil critique, le vide s'effondre en un point. À ce moment-là, les dimensions cessent d'exister. C'est la fin du vide. Contrairement aux singularités gravitationnelles des trous noirs, qui sont des singularités dans un espace-temps à 4 dimensions. Le point formé par cette désintégration commence certes comme un point, mais il s'étend ensuite rapidement à la vitesse de la lumière. Plus étrange encore, bien qu'il s'agrandisse, ayant déjà perdu toute dimension, il reste, pour nous, un point, quelle que soit sa taille apparente. C'est là l'aspect le plus terrifiant de la désintégration du vide de Kaluza-Klein. Comparée à la singularité d'un trou noir, elle ne se contente pas de mettre fin à l'espace-temps. Elle propage également cette fin dans toutes les directions. Et contrairement à la désintégration du faux vide, ce processus ne modifie pas l'état du vide. Il détruit directement le vide lui-même. Si l'espace né du Big Bang n'est que l'espace que nous connaissons au sens restreint, alors la fin de l'espace signifie que même toute forme d'espace au sens le plus général cessera d'exister. Serait cela le néant dont parlent les légendes?